agriculture peut-elle être responsable de la mort des sols? Alors, je ne pose pas la question, enfin, plutôt je suis désolé pour les gens qui aiment bien le suspense, la réponse est évidemment non, d'accord? Et en fait, ce qui intéresse surtout, c'est de partir de cette considération-là, qui est assez régulièrement et plus ou moins explicitement donnée justement comme message au grand public vis-à-vis des sols, en particulier des sols agricoles, pour aborder plutôt ce qui concerne ce qui est de l'ordre du mythe et ce qui est de l'ordre de la réalité scientifique. Première chose, avant, donc en guise de préambule, je me permets de rappeler, je ne sais pas voilà, quelles sont vos connaissances, quels sont vos domaines dans lesquels vous travaillez, où vous avez travaillé. Et donc je me permets de rappeler ce que c'est un sol, tout simplement que vous ayez ces éléments-là en tête. L'exposé ne fera pas de vous des pédologues, ni des spécialistes de la science du sol, mais forcément c'est quand même bien de savoir un minimum de quoi on parle. Donc un sol, c'est d'abord, et c'est une façon un peu simple de le représenter, évidemment ce sur quoi on marche, quand il est par couvert ou par une roule par exemple, et donc ça s'organise en profondeur, d'accord, avec une différenciation de la surface vers la profondeur. En général, on a une roche, qu'on appelle plus souvent un matériau parental, parce que c'est pas toujours une roche, dessous, et on a des horizons où on a, ceux d'en bas sont généralement essentiellement minéraux, et quand on remonte dans la surface, on a un mélange entre les matières minérales et les matières organiques, issues du vivant, qui se dégradent et qui se mélangent intimement et qui forment le sol. On forme ce qu'on appelle des horizons dans le sol. Ça, c'est issu au départ d'un matériau géologique, une roche par exemple, et sur des temps très longs, et j'insiste là-dessus, sur des temps très longs, de l'ordre du millier, de la dizaine de milliers d'années, voire de la centaine de milliers d'années, donc sur des échelles de temps qui expliquent que les sols sont non renouvelables à l'échelle humaine, d'accord? On a la formation de ces sols-là par d'abord des agrégations physiques, chimiques des matériaux géologiques, et ensuite mélange avec le vivant, qui commence à arriver à vivre dessus, qui vit, qui meurt, qui se dégrade, qui se mélange, etc. La deuxième chose importante à avoir en tête sur les sols, c'est qu'il y a aussi évidemment une distribution spatiale et une variabilité spatiale des sols. Par exemple, ce profil-là, il va être ici dans l'environnement, et évidemment, si on est un peu plus en haut, un peu plus en bas, qu'on cultive d'une manière ou d'une autre, sur des temps très longs, d'accord, qu'avant c'était de la forêt il y a 150 ans, qu'aujourd'hui, je sais pas moi, c'est un champ de maïs ou de blé, le sol va évoluer. Okay, et donc c'est important de voir que c'est un compartiment de l'environnement qui est évidemment variable, à la fois en profondeur et en surface. Concernant le déroulement de l'exposé, donc tout simplement pour positionner un petit peu l'approche que je vais suivre, je vais d'abord exposer assez rapidement, le but n'est pas de faire un long exposé sur pourquoi la question de la mort ou de la fragilité des sols agricoles, ça tient plus du mythe que de la réalité scientifique, pour justement venir à la réalité du concept de santé des sols, en particulier des sols agricoles, alors, parce que moi je travaille plus particulièrement là-dessus. Une partie non négligeable des choses que je vais dire, en fait, ça s'accorde, en fait, on pourrait s'utiliser pour l'ensemble des sols qui recouvrent les terres émergées de la planète. Et le dernier point, c'est de vous présenter un peu les démarches actuelles, les démarches un peu globales d'évaluation de l'état de santé des sols, où on en est, et aussi, évidemment, de montrer les limites aujourd'hui dans les développements autour de cette thématique. Donc commençons par cette question de balayer ces mythes de la mort et de la fragilité des sols agricoles. Donc la première question, est-ce que les sols agricoles peuvent mourir? D'accord? Donc j'ai pas fait, on aurait pu prendre plein de choses, on aurait pu regarder en détail, mais le but c'est pas de venir taper sur des gens qui utilisent, on va dire, ce vocable-là. J'ai pris quand même un exemple qui m'a semblé relativement explicite à la fois dans le titre et aussi pour les gens qui tiennent ces propos, en l'occurrence Lydia et Claude Bourguignon. Je suppose que presque tout le monde ici a déjà dû entendre parler de ces personnes-là. Ils prennent souvent la parole dans les médias. Donc c'est des gens qui ont été formés à l'INRAE, qui à un moment ont quitté, je crois, dans les années 80-90, l'INRAE pour monter leur laboratoire indépendant, pour faire du conseil du conseil aux agriculteurs basé sur l'étude des sols. En soit très bien, voilà. Mais ils ont aussi une activité importante de conférenciers, de vulgarisation, et ils ont été invités dans plein de sphères, y compris dans des sphères que je considérais comme sérieuses, par exemple l'émission La Tête au carré à l'époque, sur France Inter, par exemple, ils ont été invités une ou deux fois dans cette émission-là. Voilà. Donc je pense que c'est des gens qui ont façonné une partie du point de vue de l'opinion publique, voilà, du français moyen en France au moins, sur cette thématique. Et il se trouve qu'ils ont écrit un article qui s'intitule, on ne peut pas être plus explicite que ça, La mort des sols agricoles. Cet article, je suis allé, vous pourrez aller, si vous cherchez ça, sur le site, a priori, il a été lu 8000 fois, c'est certainement sous-estimé relativement
à la manière dont il a été diffusé, parce que ça c'est juste quand les gens vont et ouvrent le fichier sur la plateforme. Donc il suffit que quelqu'un le télécharge et l'envoie à 100 personnes, et on a raté 100 vues. Donc ça c'est pas mal, hein. Moi j'aimerais bien que mes articles scientifiques soient lus 1000 fois, ce qui n'est pas toujours le cas. Bon, on s'en fout, je veux le dire. Le problème c'est que ce titre-là, quand on le prend, bon, il y a quand même un problème déjà de postulat logique de départ. C'est-à-dire avant même d'aller regarder qu'est-ce qui est concrètement mis comme argumentation, ça pose un problème. Parce que si on dit que les sols peuvent mourir, ça veut dire a priori qu'on les considère comme un être vivant. Et ça, bah, on ne trouve aucune trace de cette considération-là. Alors je passe les hypothèses Gaïa et compagnie. Dans la communauté scientifique, on ne trouve aucune trace. Personne, à ma connaissance, ne considère le sol comme un être vivant en tant que tel. D'accord ? Par contre, on considère le sol comme ce qu'on appelle un biotope, c'est-à-dire un milieu, un compartiment de l'environnement, un milieu physique qui abrite un ensemble d'êtres vivants, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi la biocénose pour les écologues. Et effectivement, le sol, c'est si ce n'est le réservoir majeur de biodiversité à l'échelle de la planète. Il y a un article très récent publié dans une revue très prestigieuse, qui sont les comptes rendus de l'Académie des sciences américaines, PNAS en anglais, vous voyez, ça date de l'année dernière, où ils ont réévalué ça. Alors les chiffres sont un peu discutés, mais quand même c'est assez marquant. Après, eux, ce qu'ils disent, c'est que 60% des êtres vivants de la planète connus habiteraient dans les sols. C'est-à-dire auraient leur habitation dans les sols. Évidemment, ça inclut les micro-organismes, ce qui explique ce chiffre énorme. Donc ce qu'on peut se dire, c'est que, ok, clairement, les sols, c'est pas un être vivant. En tout cas, il n'y a rien qui scientifiquement permet de dire ça. Par contre, peut-être que ce qu'il voulait dire, alors évidemment, le titre, souvent, on essaie de faire un peu le buzz. Donc peut-être que symboliquement, ce qu'il voulait dire, c'est que, en fait, comme ça contient plein d'êtres vivants, si on matraque les sols, on peut tuer tous les êtres vivants, et du coup, peuvent être morts au sens où les êtres vivants qu'un sol est censé contenir sont morts. Ça, c'est en désaccord avec les faits, d'accord ? On ne peut pas, c'est clairement pas possible, dans le milieu naturel, de tuer l'ensemble des êtres vivants d'un sol, d'accord ? C'est difficile de donner un fait unique comme ça, mais ce qui est sûr, c'est que oui, ça on peut le faire, on peut prendre un échantillon de sol sur le terrain, l'emmener au laboratoire. Les microbiologistes font régulièrement ça, sous une hotte, en petite quantité, avec des rayons gamma, avec de l'autoclave. Ils peuvent tuer en fait l'ensemble de la vie dans un sol, y compris les micro-organismes qui sont souvent les organismes qui sont les plus résistants. Il y a toujours une bactérie qui arrive à résister à tel ou tel traitement de choc. Donc ça, on y arrive. Mais quand on y arrive, même un échantillon au fin fond du labo, si on le sort de la hotte, qu'on commence à manipuler et qu'on le laisse dans un coin, très vite, même à l'air libre, il va en fait se réensemencer. Okay ? Et du coup, dans la nature, même quand on veut traiter des sols extrêmement pollués avec des méthodes chimiques pour extraire ces polluants, donc c'est drastique. En fait, quand on remet le matériau dans le milieu naturel, il se réensemence très vite, non seulement de micro-organismes, mais en fait les êtres vivants, des vers de terre et tout un tas d'autres organismes vivants du sol vont réinvestir le sol. Donc en fait, tuer l'ensemble des organismes du sol, on peut clairement dire que c'est juste impossible dans le milieu naturel. Donc même ce symbolisme-là, si c'était ça que voulait dire Claude Élie Labourignon, a priori c'est faux. L'autre aspect, donc je balaye cet aspect de la mort des sols, l'autre aspect qu'on entend souvent, et ça paraît hyper évident, on dit mais les sols sont fragiles, c'est pour ça qu'il faut les protéger, et qu'il faut avoir des pratiques, notamment agricoles, vertueuses. Et pour soutenir ça, parce que c'est toujours un peu difficile, c'est toujours très facile de dire ça, ça paraît évident, et du coup on peut se demander c'est quoi les arguments qui sont derrière pour dire qu'un sol n'est pas fragile. Donc là il se trouve que j'ai passé moi, donc vous savez peut-être qu'au CIRAD, on se balade sur la planète, on part en affectation, parce qu'on travaille principalement sur la région chaude du globe, il se trouve que moi je passais 10 ans sur l'île de la Réunion, je suis rentré en 2021, et en mai 2015 j'étais dans la salle, pour écouter à la conférence de Claude Élie Labourignon, qui est disponible, je crois que si vous cliquez, quand vous aurez le diaporama, vous cliquez sur la vidéo et vous irez vers la vidéo complète, où ils exposent, ça c'était au début de la conférence, vous voyez, au bout de 2 minutes, là, ils exposent pourquoi ils considèrent qu'un sol est fragile. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Alors je ne vous passe pas la vidéo, hein, mais qu'est-ce qu'ils disent? Vous irez vérifier que je ne vous raconte pas de bêtises. Ils disent, en gros, dans l'atmosphère, il y a des gaz, l'oxygène, le dioxygène, le diazote, qui sont des gaz majoritaires en concentration. Dans l'eau, évidemment, il y a l'eau, la molécule d'eau. Et là, que ce soit dans O2, N2, H2O, tous les atomes sont reliés par, alors ils appellent ça des attaches atomiques, ce qu'on appelle des liaisons covalentes, c'est-à-dire des liaisons à haute énergie, qui ne sont pas faciles à casser, donc c'est solide et ces compartiments de l'environnement sont résistants. Okay, et ils disent, dans les sols,
Alors non, les sols, c'est pas du tout comme ça, c'est un mélange de matière organique, de matière minérale, et c'est des attaches électriques, ce qu'on appelle aussi des liaisons de Van der Waals, pour ceux qui ont fait un peu de chimie ou qui en font. Et ça, c'est très fragile. Alors, ce qui est vrai là-dedans, c'est que les liaisons covalentes, pour les casser, il faut plus d'énergie que des liaisons de Van der Waals. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça, c'est un fait. Par contre, c'est extrêmement faux de dire que dans un sol, on a uniquement des attaches électriques. Alors je suis désolé, je vais rentrer un petit peu dans le fond du problème, mais le but n'est pas d'aller très en profondeur. Et ce qu'on peut dire de manière générale, c'est que de nombreux constituants du sol sont constitués ou forment des liaisons covalentes, donc, où il faut pas mal d'énergie pour les casser, entre eux. Un des exemples, j'aurais pu en prendre des dizaines, des centaines. Ici, vous avez une représentation classique en géochimie d'un minéral du sol, très simplifié, ça peut être constitué de fer ou d'aluminium. C'est un minéral, enfin un type de minéraux qui est très présent dans les sols. Et là, les collègues s'intéressaient à la manière dont ça interagit avec le phosphore, donc le phosphore il est sous forme de phosphate avec des atomes d'oxygène autour, le calcium il est ici solvaté avec de l'eau autour, et vous avez le chlore sous forme d'ion chlorure qui est classiquement tout seul, libre entre guillemets, dans l'eau du sol. Oui, donc pardon, ce que j'ai oublié de dire, ça c'est que c'est l'interface entre le minéral et l'eau qui est à l'intérieur du sol, l'eau qui est dans les pores du sol. Et donc par rapport à ça, vous avez vous voyez que le phosphore est quasiment il est tout le temps lié avec des liaisons covalentes, soit simples, soit doubles. Le calcium, il est soit avec des liaisons covalentes, qui est marqué là par ces traits pleins, soit avec des liaisons électriques, d'accord? Et le chlorure, il est tout le temps avec des liaisons électriques. Donc vous voyez qu'en fait, ça dépend vraiment des éléments. Et évidemment, au sein même de la structure minérale, le fer avec l'oxygène pour former les oxydes de fer et d'aluminium sont évidemment reliés par des liaisons covalentes. Mais c'est pas parce qu'il y a des liaisons covalentes qu'elles ne se cassent pas non plus. Les plantes, elles arrivent à prélever du phosphore dans le sol, hein, sinon vous n'aurez pas des arbres partout autour, si elles n'étaient pas capables de casser ces liaisons covalentes. D'accord? Donc en fait, c'est un très mauvais argument pour dire que les sols sont fragiles. La deuxième chose, et c'est ce qui va amener à la conclusion que non, les sols ne sont pas fragiles, bien au contraire. Les sols sont un compartiment de l'environnement qui est particulièrement résilient vis-à-vis des perturbations environnementales ou anthropiques. Par exemple, un certain nombre de pratiques agricoles. Je ne mets pas nécessairement de notions négatives ou positives derrière perturbation. D'accord ? Et une des raisons à ça, c'est l'importance de ce qu'on appelle le pouvoir tampon du sol, c'est-à-dire sa capacité, quand il y a une perturbation, à ne pas en fait modifier ses propres, à ce que ça ne modifie pas ses propres propriétés. Je vais parler de choses que vous connaissez très bien. Dans un sol, il ne fait jamais, par exemple, aujourd'hui, il faisait entre 0 et 5 degrés ce matin. Dans le sol, en fait, et plus vous descendez en profondeur, plus il fait chaud relativement à la température. On sait très bien, une maison qui est enterrée, elle conserve en hiver très bien la chaleur, et l'inverse en été. Donc c'est beaucoup plus tamponné la température d'un sol. C'est la même chose pour l'humidité. D'accord ? Un sol va garder de la fraîcheur, alors qu'il peut faire très sec dans l'atmosphère. Et c'est également vrai du point de vue de la composition chimique, je vais vous montrer un exemple juste après, ou de la composition biologique. D'accord ? Des micro-organismes. Par exemple, on cherche depuis longtemps en agriculture à dire je vais sélectionner des micro-organismes qui ont une fonction bien particulière, je les introduis dans le sol, et ils vont avoir cette fonction-là. Et le problème, c'est qu'en fait, un sol, c'est extrêmement riche d'un point de vue microbiologique, et qu'en général, quand on introduit une bactérie ou un champignon particulier, il se fait dégager très rapidement, parce qu'il y a tellement de monde, et les niches écologiques sont tellement occupées, que c'est très difficile pour un organisme exogène qui vient de l'extérieur de s'implanter. Donc un exemple de ce poire tampon, alors j'ai pris ça parce que je suis très familier, ça fait partie des choses que moi je fais dans mon travail au quotidien, c'est l'évolution en lien avec ce qu'on appelle l'acidification des sols. Donc c'est la manière dont varie le pH des sols, ce qui permet de mesurer l'acidité. On construit ce qu'on appelle les courbes tampons, donc c'est ce que vous voyez en vert, qui est l'évolution du pH du sol en fonction de l'apport soit d'acide, donc des protons, soit de base. Et vous voyez qu'il y a une évolution. Le sol ici, c'était un sol qui était à peu près à pH 7, donc un sol qui était neutre. Et quand on apporte des acides, évidemment le pH va diminuer. Quand on apporte des bases, le pH augmente. Jusque-là, tout va bien. Sauf que si c'était dans de l'eau qu'on faisait ça, en gros, le pH il augmenterait comme ça, comme la ligne rouge vous le montre. Alors vous voyez bien qu'il y a un énorme décalage avec la ligne verte. Et ça, c'est le pouvoir tampon du sol. C'est-à-dire que le sol lutte entre guillemets, hein, sa constitution fait que
il tamponne en fait l'évolution du pH, et dans un sens comme dans l'autre, que ce soit l'augmentation ou la diminution du pH, elle est moins forte qu'elle ne serait dans un milieu qui n'est pas tamponné. Évidemment, il y a des différences entre les sols de pouvoir tampon, mais c'est quelque chose de très important et d'essentiel, je dirais, à la vie sur Terre. Donc j'en arrive à la conclusion de cette première partie. Donc je le redis une dernière fois, dire qu'un sol est mort, ça n'a tout simplement pas de sens, même si on le voit d'une manière un peu symbolique. Et à part, ça n'est que très, je dirais moi-même, moi personnellement, trop caricatural. La deuxième chose, en lien avec ça, c'est que c'est impossible donc, de supprimer l'ensemble de la biodiversité qu'un sol héberge, et entre nous, heureusement. Mais ça n'empêche pas, et c'est là où en fait il faut faire un petit effort parce que c'est un petit peu contre-intuitif, c'est pas parce qu'un sol ne peut pas mourir, ce n'est pas parce qu'un sol est résilient qu'il ne faut pas le préserver. Pour deux raisons. La première, c'est que le sol il assure des fonctions, j'en reparlerai dans la suite de l'exposé, absolument essentielles dans l'environnement, et en premier lieu par rapport à nos besoins, à nous. D'accord ? La deuxième chose, c'est qu'en lien avec le pouvoir tampon dont je vous ai parlé, donc ça confère au sol une résilience très importante, c'est-à-dire une capacité à être peu perturbé par des modifications des conditions environnementales, d'accord ? Et également à pouvoir même retrouver les propriétés initiales, même quand il y a eu une phase de perturbation. Mais évidemment, il y a des limites à ce pouvoir tampon, et donc quand vous avez dégradé un sol, et ben pour revenir en arrière, et ben du coup ça demande du temps et de l'énergie, parce que vous reprenez le pouvoir tampon, entre guillemets, dans l'autre sens. Et donc il faut vraiment éviter de dégrader trop profondément un sol, parce que c'est très dur de revenir en arrière. On le voit très bien avec des agriculteurs qui ont pu avoir des pratiques, par exemple vis-à-vis de... Ça m'est arrivé de rencontrer des agriculteurs qui me disaient, bah voilà, moi j'ai repris des parcelles de mes parents, et ils n'ont jamais géré, par exemple, l'acidité de leur sol. Quand j'ai repris, j'ai eu une acidité énorme, et ben en fait cet agriculteur, il en a pour des années avant de retrouver un sol avec un pH normal, enfin, en tout cas satisfaisant pour pouvoir cultiver correctement sur son sol. Et donc ça veut dire qu'en termes d'investissement, en temps, en énergie, en argent bien sûr, ça va lui coûter beaucoup. Donc voilà, maintenant que ça est dit, on va maintenant passer sur le versant plus scientifique, c'est-à-dire en gros, maintenant qu'on a un peu déconstruit, on a démonté le moteur, il est sur la table, donc on va essayer de le reconstruire en voyant qu'est-ce que la science dit là-dessus, et notamment, ce qui est en train de sédimenter dans la communauté scientifique, c'est le concept de santé des sols agricoles. Donc la première chose, et alors c'est intéressant, le hasard du calendrier a voulu qu'en fait mercredi là, donc il y a 3 jours, il y a eu la restitution au niveau national, en présence de parlementaires, etc., de l'expertise scientifique collective pilotée par l'INRAE avec évidemment d'autres institutions sur la question de la qualité des sols et des indicateurs à mettre derrière. Donc en fait je m'inspire de pas mal de documents qui ont été mis à disposition il y a déjà quelques semaines et qui ont été présentés mercredi après-midi. Juste pour vous dire que c'est évidemment une problématique d'actualité. Dans ce travail-là, donc vous avez toutes les références, que j'ai oublié de le dire, vous le verrez à la fin de l'exposé, donc je mets des références tout au long de l'exposé. Vous avez une bibliographie, vous avez exactement les références complètes pour pouvoir retrouver ça, si vous avez un intérêt à regarder ça plus en détail. Donc ici, ce qu'on fait déjà premièrement, c'est la question de la qualité de la santé des sols, je reviendrai sur ces termes. Ils ont regardé dans la littérature scientifique, à la fois les articles scientifiques publiés dans des revues internationales à la comité lecture, mais également des rapports importants, la littérature dite grise, et ils ont regardé depuis les années 70, enfin même avant les années 70, jusqu'à aujourd'hui, et vous voyez qu'on a une production exponentielle d'articles. En gros, jusque dans les années 90, c'était vraiment quelque chose qui était peu traité, cette question de la qualité de la santé des sols, et depuis les années 90, ça augmente vraiment de manière exponentielle. D'accord ? Donc ça veut dire que c'est vraiment, la communauté scientifique est très active actuellement sur cette question. Elle est également pluridisciplinaire, et ça c'est une dimension très importante, c'est que les sols, c'est pas qu'une question de géochimie, c'est pas qu'une question d'écologie, c'est une question de plein d'autres thématiques, y compris celles auxquelles on ne penserait pas, par exemple l'économie. Donc vous voyez, là c'est pour toutes les références, là, les 1800 références qui ont été répertoriées dans ce travail d'expertise scientifique collective, il y a une petite quinzaine de disciplines qui sont mobilisées. Et évidemment, pour à peu près 50% des références, les disciplines majeures par ordre croissant d'importance, c'est l'écologie, les sciences de l'environnement et bien sûr la science du sol. Okay, c'est-à-dire l'ensemble des disciplines, on inclut derrière l'étude de ce qui se passe dans le sol, que ce soit des sols agricoles ou pas. La deuxième chose, c'est que donc, la communauté scientifique est pluridisciplinaire et elle est aussi internationale, c'est-à-dire toutes ces références, les collègues ont extrait
d'où venaient les institutions, enfin de quel pays venaient les institutions qui ont publié ça. Donc vous voyez qu'il y a plein de pays, notamment des pays européens. L'Europe est assez en avance, on a tendance à dire que l'Europe c'est toujours à la traîne pour tout. Sur cette thématique-là, l'Europe est relativement en avance et il faut le dire, c'est pas souvent le cas. La France, et c'est pas parce que c'est les Français qui ont fait l'expertise scientifique collective, là c'est des faits qui sont tirés de bases de données internationales, hein, c'est très objectif. Il se trouve que la France est leader sur cette thématique-là, ce qui, on va le dire clairement, c'est très très rare qu'on ait ce genre de cas-là. C'est pas pour faire un cocorico, mais le fait est que c'est comme ça sur cette thématique. Ensuite, donc, je vous ai dit, donc souvent le concept de santé des sols il est relié à celui de qualité des sols, parfois en mélangeant les deux, et la communauté scientifique s'est pas mal écharpée autour de ces considérations-là. Et donc je vais essayer de vous définir ça, avec justement en m'appuyant sur cette expertise scientifique collective, qui présente les choses, enfin une manière de voir, de relier ces deux concepts, avec laquelle, à titre personnel, je suis tout à fait d'accord. Donc en gros, là, le principe, vous avez par exemple ici deux sols, d'accord, le sol A, le sol B, et vous avez en gris, ici et ici, ce qu'on appelle un niveau potentiel de performance. Par exemple, la capacité du sol à soutenir une production agricole. Bon voilà, qui pourrait être exprimé, je sais pas, par un rendement d'une culture donnée. Et vous voyez que le sol A, il permet, d'après ses propriétés intrinsèques, il pourrait permettre de produire, je sais pas moi, à peu près une fois et demie, une fois à peu près 30 ou 40% de plus que le sol B. D'accord? Donc sa qualité est supérieure. Par contre, il se trouve que les pratiques agricoles qui sont pratiquées, la manière dont on exploite la qualité intrinsèque du sol, en fait, elle est équivalente, c'est-à-dire que finalement, en fait, le rendement obtenu est le même. Alors, je ne sais pas, parce que la fertilisation n'est pas la même, parce qu'il y a des pratiques qui exploitent moins bien la qualité du sol pour le sol A que pour le sol B, et du coup, le niveau d'exploitation de la qualité du sol, et c'est ça qu'on appelle la santé du sol, est équivalent. D'accord? Alors ça amène dans la définition de l'expertise collective à dire que la santé, c'est le niveau de performance relativement au potentiel. Alors c'est là où c'est le seul petit élément où je pense que c'est encore discutable dans la manière dont on l'interprète, c'est que dans l'expertise collective, ça les amène à dire que la santé du sol A est inférieure à la santé du sol B, parce que la proportion, en gros, du vert sur le gris est inférieure pour le sol A à cette même proportion pour le sol B, d'accord? C'est discutable parce qu'on pourrait se dire qu'en fait la santé, je sais pas, quand vous fait un bilan de santé, la question n'est pas de savoir si vous exploitez mieux votre potentiel que le voisin d'à côté, c'est de savoir si vous êtes en bonne ou pas bonne santé. Voilà. Donc on pourrait aussi dire, moi je suis plutôt, enfin je trouve que ce qui me semble le plus juste serait ce qui est à droite, mais vous voyez que c'est discuté dans la communauté, c'est que pour moi le niveau de santé des deux sols est équivalent. Okay, peu importe que l'un exploite plus ou moins son potentiel, le niveau de santé est en l'occurrence le même, c'est-à-dire le niveau de réalisation de la performance. Ce qu'il ne faut pas oublier là-dedans, et j'ai commencé à le dire tout à l'heure en prenant l'exemple de la productivité agricole, c'est que c'est évidemment lié énormément à la manière dont on exploite le sol, au sens neutre du terme. Et je vous donne un exemple, c'est des travaux qu'on avait sortis donc quand j'ai travaillé à La Réunion sur la question de la productivité de la canne à sucre sur l'île de La Réunion. Mais on pourrait très bien parler du blé en France, ou d'autres sujets, on aurait exactement les mêmes choses, où des collègues avaient ils avaient sorti des références historiques. Vous voyez, dans les années 80, à la fin du 19e siècle, on avait des rendements de canne à sucre qui étaient de l'ordre de 15 tonnes à l'hectare. Bon, vous voyez, 80 ans plus tard, on était en moyenne à 55 tonnes à l'hectare, et aujourd'hui, on est entre 75 et 80 tonnes à l'hectare en moyenne à l'échelle de l'île de La Réunion. Okay, sachant que le potentiel, c'est-à-dire la qualité, fait que sur certains sols, on peut très bien arriver entre 150 et 180 tonnes à l'hectare. D'accord? Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, je dis juste que c'est le potentiel en termes de productivité et celui-là. Ce qui est intéressant à noter ici, c'est que quand on remonte très loin en arrière, où les pratiques agricoles étaient peu développées, où la génétique végétale exploitait pas forcément très bien les propriétés des sols, etc., on peut considérer qu'on se rapproche, il y a longtemps, de le potentiel un peu naturel. Okay, et vous voyez bien que l'accroissement depuis, les conditions climatiques ayant pas fondamentalement changé, en fait c'est l'intervention humaine. La génétique, les pratiques agricoles, l'entretien du sol et tout un tas de pratiques, la mécanisation, d'autres choses qui ont fait augmenter le rendement. Encore une fois, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, c'est un fait et vous voyez que le côté naturel, les qualités intrinsèques naturelles d'un sol, c'est finalement une petite partie de la réalisation de la fonction de production agricole.
Et globalement, c'est vrai pour la plupart des cultures cultivées aujourd'hui. C'est important de garder ça en tête. Deuxième chose, c'est que cette santé, cette qualité du sol, elle est liée à des niveaux de performance qui en fait sont des fonctions assurées par les sols dans l'environnement. Et dans l'expertise scientifique collective, le collectif de chercheurs qui a travaillé là-dessus, donc une petite, je pense, cinquantaine de personnes, se sont accordés sur 6 grandes fonctions, on pourra en trouver d'autres, mais 6 grandes fonctions assurées par les sols agricoles. Donc vous avez évidemment la régulation de l'eau en quantité et en qualité. Donc en quantité, je pense qu'avec les problèmes d'inondation dont on a entendu parler en France bien sûr, et plus récemment en Espagne, vous avez en tête le rôle des sols dans les territoires pour réguler en fait l'eau. Les sols sont des éponges, d'accord, et si on les imperméabilise, ils jouent plus ce rôle d'éponge, et ça participe aux problématiques d'inondation. Donc ça joue beaucoup sur la régulation à la fois du stock de l'eau, et on va le voir en lien avec une autre fonction qui est la fonction de régulation des contaminants, ça joue aussi sur la qualité de l'eau. Donc les sols, c'est des milieux très réactifs, d'accord, et donc quand vous amenez des contaminants dessus, une bonne partie de ces contaminants vont se fixer dans les sols. Okay, et justement, une des fonctions qu'on attend des sols, c'est de réguler un peu ça. Par exemple, l'eau qui rentre éventuellement contaminée, qu'elle ressorte, entre guillemets, en partie épurée. Et il y a clairement une fonction épuratoire qui est attendue des sols, dans l'environnement. À la fois vis-à-vis de l'eau, mais en fait également vis-à-vis, par exemple, de l'atmosphère. Une autre fonction très importante, le stockage de carbone. Vous avez certainement entendu, peut-être l'initiative qui a été appelée 4 pour 1000. Capacité à stocker du carbone dans les sols au point, en fait les sols sont le compartiment de l'environnement dans lequel qui est le plus actionnable pour stocker du carbone, et on imagine qu'avec des pratiques agricoles favorables, on peut stocker beaucoup de carbone en proportion en gros des excès d'émissions de carbone via la consommation d'énergie fossile. Donc ça, c'est une fonction très importante. Évidemment, une autre fonction qui est liée à la productivité agricole, c'est la fourniture de nutriments à la biocénose, c'est-à-dire à l'ensemble des organismes du sol qui habitent dans le sol, qui sont hébergés par le sol. Une autre fonction qui est l'entretien de la structure du sol. D'accord, le sol, c'est un milieu physique, on marche dessus, on construit dessus. Et donc du coup, cette structuration-là, elle a tout un tas d'intérêts, et il faut la maintenir pour qu'elle joue ce rôle-là de compartiment support physique. Et enfin, bien sûr, c'est un support de biodiversité. Il y a eu un équivalent d'une COP sur la biodiversité il n'y a pas très longtemps. Vous connaissez probablement le panel international d'experts sur la biodiversité, l'IPBES. Le sol est un réservoir, je vous le disais, très important, si ce n'est majeur, de biodiversité. Par exemple, une bonne partie des molécules antibiotiques qu'on utilise quotidiennement pour se soigner proviennent de bactéries et de champignons qu'on trouve classiquement dans les sols. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien, je ne sais pas si vous avez ce nom en tête, Samuel Waxman, qui a été prix Nobel pour la découverte notamment de la pénicilline et d'un certain nombre d'autres molécules antibiotiques, en fait, est au départ un microbiologiste de l'environnement et notamment du sol. L'intérêt en fait de voir le sol à travers les fonctions qu'il assure, c'est qu'on peut relier ça assez facilement à des propriétés du sol et des processus qui se passent au sein du sol. Par exemple, la régulation des contaminants, on peut relier ça avec la capacité du sol à fixer ces contaminants, c'est-à-dire quand l'eau traverse, les contaminants sont fixés par le sol, et quand l'eau ressort, du coup, il n'y a plus ces contaminants ou moins de contaminants. D'accord ? De même, ils ont une capacité de biodégradation, par exemple de contaminants organiques, grâce aux micro-organismes qui sont dans le sol, qui sont capables de minéraliser ces contaminants, de les faire disparaître, entre guillemets. Et donc ça, ces propriétés sont support des 6 fonctions dont je vous ai parlé juste avant. Et ces fonctions-là ont aussi l'intérêt de pouvoir être reliées à ce qu'on appelle les services écosystémiques, peut-être une notion dont vous avez déjà entendu parler, comme par exemple le contrôle des inondations, la purification de l'eau, la régulation du climat, en lien avec le stockage, par exemple, la fonction de stockage de carbone dans les sols, et bien sûr la production de biomasse. Et enfin, on peut relier ça à des bénéfices directs pour nous, en termes de nutrition, de santé, de sécurité. Alors derrière sécurité, on va entendre, par exemple, un sol qui évite des inondations, du glissement de terrain, et évidemment ça va jouer sur la sécurité, notre sécurité au quotidien, et sur des aspects de loisirs, d'aménité. Il y a un rôle culturel. Dans les sols, on a une part de notre histoire archéologique qui est stockée dans les sols, et bien sûr c'est aussi un support de loisirs. Quand on va marcher, on va faire du VTT, etc. Les sols, c'est un élément du compartiment de l'environnement qui nous permet d'avoir ces activités, ce qu'on oublie parfois. Maintenant qu'on a relié ça, cette question définie, santé, qualité des sols, et qu'on a relié ça
à la fois aux propriétés des sols et de l'autre côté jusqu'à en fait, les bénéfices qu'en tirent les sociétés humaines et l'environnement de manière générale. La question c'est, bon, ok, mais qu'est-ce qu'on se donne comme indicateur? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on mesure dans les sols et comment on qualifie ces mesures? Est-ce qu'elles sont bonnes, mauvaises, moyennes? Pour dire bah, le sol sur telle et telle fonction, il fonctionne bien, il ne fonctionne pas bien. Donc là, les collègues ont cherché, enfin, on fait de la revue de littérature, c'est le principe d'une expertise scientifique collective, et ils ont regardé pour l'ensemble des fonctions en question. Ils ont pris par exemple, voilà, pour la fonction réguler qualitativement l'eau et entretenir la structure du sol, ils ont dit, ben voilà, on peut faire des mesures de stabilité structurale. En gros, on regarde, le sol il a une structure, etc. Il est organisé dans l'espace en 3 dimensions, et ça varie en fonction des sols, et suivant les sols, cette structure elle est plus ou moins stable. Elle résiste plus ou moins à des perturbations. Donc voilà, ils ont dit, bah, ça c'est un bon indicateur pour ces 2 fonctions-là. Et ils ont fait ça pour tout un tas d'autres fonctions. Par exemple, la capacité du sol à stocker du sol, ce qu'on appelle la réserve en eau utile du sol, bah, évidemment, c'est très bien pour la fonction de régulation quantitative de l'eau. À la fois pour les inondations, mais aussi pour utiliser moins d'eau en irrigation. Un sol qui stocke bien les eaux de pluie, bah, il va être capable d'alimenter les plantes qui sont cultivées dessus pendant longtemps, par exemple. Vous avez également, par exemple, les teneurs ici en éléments traces métalliques, un type de contaminant, à quel point ils sont disponibles dans le sol. Bah ça va jouer sur la fonction de régulation des contaminants. Donc voilà, donc il y a tout un tas de fonctions, le but n'est pas qu'on aille dans le détail. Ce qui était intéressant, c'est de vous montrer comment les collègues ont réfléchi, et ce qu'ils ont donné, c'est qu'il y a à peu près une 50aine d'indicateurs qui a été proposés. À peu près 50% de ces indicateurs sont considérés comme opérationnels, c'est-à-dire qu'on sait les mesurer, il y a des méthodes standardisées pour le faire, avec des laboratoires qui sont capables de le faire en routine, d'accord? Et on sait interpréter ça. Et il y a des gens sur le terrain, des experts, des conseillers, au-delà même de la recherche, qui sont capables de mettre en œuvre ça sur le terrain et de porter un regard critique pour dire bah, telle mesure, tel indicateur permet de dire que telle fonction est bien ou mal assurée. Par contre, il y a 25% des indicateurs qui sont considérés en maturation, c'est-à-dire que typiquement, les fondements scientifiques sont posés, mais la traduction de manière opérationnelle et la prise en main pour la gestion des territoires par les décideurs publics, les acteurs des territoires, et par exemple pour les sols agricoles par les agriculteurs eux-mêmes, est encore à faire. Et enfin, il y a 25%, donc un dernier quart, d'outils où on sent que là, même scientifiquement, il y a encore du travail à faire. Donc vous voyez que c'est un sujet d'actualité, mais sur laquelle la communauté scientifique avance. Il y a beaucoup de travaux ces derniers temps, mais il y a encore du travail à fournir. Je vais quand même vous donner 1 ou 2 exemples de comment ça fonctionne. Donc ça, c'est un travail qu'on a réalisé, qui est encore en cours de révision dans une revue scientifique internationale, où on a regardé, alors j'ai pris un peu volontairement, vous voyez, les 2 prochaines diapositives donnent un peu des points de vue un peu contradictoires, et c'est important. Moi, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez penser, je suis là pour vous donner des éléments qui vous aident à forger votre esprit critique sur la thématique du jour. Donc ici, on a travaillé en monoculture de canne à sucre. Donc alors, une monoculture de canne à sucre, ça n'a pas très bonne presse, hein. C'est comme toutes les monocultures, on fait de la canne, de la canne, de la canne, on plante la canne, on la cultive pendant entre 5 et 15 ans, et on renouvelle et on met de la canne derrière. Il y a plein de surfaces agricoles qui sont gérées comme ça à La Réunion, ce qui n'a pas toujours bonne presse, notamment vis-à-vis des gens qui ont une idéologie écologiste très, très marquée. Soit. Et donc, notamment, une des discours, c'est la monoculture, très mauvais pour l'écologie du sol, c'est-à-dire des organismes qui vivent dans le sol. Donc, dans le cadre d'un essai, on a mesuré ce qu'on appelle la macrofaune, c'est-à-dire l'ensemble des animaux du sol qui sont visibles à l'œil nu. Alors, on n'a pas pris les gros, je sais pas, alors, des taupes, il n'y en a pas à La Réunion, mais il peut y avoir des rats, donc on n'a pas pris ça, on a pris plutôt des vers de terre, des fourmis, des termites, des colamboles, etc. Mais tout ce qui était visible à l'œil nu. Donc, comment on fait ça? Bah, dans le champ, on prélève des morceaux de sol sur une certaine profondeur et on, à la main, avec souvent plein d'étudiants, etc., on trie ça et on sort visuellement un par un les organismes, on les met dans des petits béchers avec de l'alcool et après on va les compter et les identifier. C'est un travail de fourmi, sans jeu de mots. Donc voilà, donc on a fait ça et on a fait ça pendant 10 ans, d'accord? Donc on est revenu plusieurs fois et on a testé en monoculture canne à sucre, c'est-à-dire tout le temps de la canne à sucre, sachant qu'il y a eu une replantation entre les 2 dernières dates, 2019-2023, et on a comparé l'effet de différentes modalités de fertilisation, une très mauvaise, entre guillemets très mauvaise, basée uniquement sur des engrais de synthèse, d'accord, ce qui est encore couramment fait en agriculture, une basée, donc excusez-moi, c'est tout en anglais, hein, c'est PL et PS, c'est les effluents d'élevage, en l'occurrence des lisiers de porc et des fientes de volaille, ça sera un peu meilleure presse, hein.
Ça dépend des élevages derrière, mais voilà. Et enfin, ça n'a pas bonne presse, un autre fertilisant organique, des bouts de station d'épuration. Je ne vais pas le cacher, l'essai il est financé, en l'occurrence par Veoliao, qui finance le travail expérimental qui est fait derrière. Et donc on a étudié, en fait, c'est pour ça notamment qu'on étudie l'impact des bouts d'épuration qui sont classiquement importés. En France, je crois que c'est l'ordre de 70% des bouts de stations d'épuration qui sont répandus sur les sols agricoles. C'est très couramment fait en France. D'accord ? On pourra discuter de ça si vous le souhaitez. Donc toujours est-il que qu'est-ce qu'on voit ? Et bien en fait, on ne voit jamais l'effet de la fertilisation. Moi, mon travail, dans l'unité jusqu'à laquelle je suis, c'est d'étudier l'effet des pratiques de fertilisation sur les propriétés du sol et sur un certain nombre de bénéfices pour l'agriculture. Bon bah là, quand on est comme ça, entre guillemets, on pourrait être déçu, on ne voit aucun effet significatif tout au long du temps. Il n'y a jamais de différence entre les boîtes là, de couleurs. D'accord ? Significativement, il n'y a jamais de différence. Par contre, ce qu'on voit, c'est que quelle que soit la modalité, on voit que dans le temps, vous voyez, ça monte globalement et l'effet est significatif. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, ce qu'on se disait, on apporte notamment des fertilisants organiques par rapport à des fertilisants minéraux, on apporte de la matière organique, ça c'est un moteur de la vie biologique dans les sols, donc on devrait voir que ça améliore. Et ça n'a pas été le cas. Et en fait, la raison principale, c'est parce que quand vous cultivez de la canne à sucre, vous apportez sur le sol beaucoup de paille, en fait. D'accord ? En fait, la canne fait certes une tige avec du sucre, mais elle fait aussi beaucoup de feuilles. Et dans cet essai, ce qui se retrouve aussi sur le terrain en partie, on rapporte beaucoup en fait, cette paille-là à la surface du sol, donc ça fait des énormes apports de matière organique tous les ans. Et en fait, ce qu'on oublie aussi, c'est que si la plante elle a des parties aériennes, elle a aussi un système racinaire très développé qui, lui, chaque année, une fois qu'on coupe la plante, meurt et restitue beaucoup de matière organique. Et en fait, cette matière organique apportée par le paillis et par les racines est 3, 4, 5 fois supérieure à ce qu'on apporte en matière organique ou pas via les fertilisants. Donc en fait, ce qui drive ici, ce qui contrôle, ce qui amène l'évolution, quelle que soit la modalité de fertilisation, en fait, il se trouve que c'est des choses classiques du fait qu'on fait produire de la biomasse à la plante et qu'elle en restitue, malgré le fait qu'on en exporte pour faire du sucre ici, elle en restitue beaucoup au sol, et ça entretient, voire ça augmente la vie biologique au fur et à mesure de la culture. Donc voilà, donc en fait la monoculture de canne à sucre, ça peut avoir un effet positif sur la macrofaune. Je ne dis pas que là c'est parfait, la macrofaune est dans un état parfait dans cet essai, mais le fait est que dans le temps, on a plutôt une augmentation. Deuxième étude, ça c'est intéressant parce que ça va prendre un peu à rebrousse-poil. Moi-même, ça a pris plutôt à rebrousse-poil des avis préconçus. Je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas écologue du sol. Donc c'était forcément un avis un peu préconçu. C'est des collègues qui ont étudié des modes de production agricole. Alors les modes de production, c'était l'agriculture biodynamique, l'agriculture biologique, l'agriculture de conservation qui a pour point central le fait de ne pas travailler le sol, d'accord, et enfin l'agriculture dite conventionnelle. Qui est le terme doux on utilise aussi le terme d'agriculture intensive. Peu importe. Et donc, ils ont étudié, ils ont comparé ces différents modes d'agriculture 2 à 2, ils ont fait des jolis graphiques comme cela, qui ne sont pas très faciles à lire, donc on va prendre un exemple juste pour voir, où ils ont regardé ils ont regardé toute la littérature, et ils ont regardé les avantages comparatifs en termes d'abondance, c'est-à-dire de nombre d'organismes, de diversité de ces organismes, par exemple les vers de terre, il y a plein de vers de terre différents, qui assurent des fonctions un peu différentes, et bien sûr le fonctionnement, c'est-à-dire comment ça se traduisait en termes de fonctionnement du sol, d'un point de vue écologique. Donc ils ont regardé ça pour plusieurs groupes d'organismes, des nématodes, des micro-organismes, des bactéries, des champignons, etc. etc. Les micro-organismes totaux, c'est la somme des bactéries et des champignons. Et ce qu'on voit, ensuite, ils ont classé les études. Ici, c'est des études, vous voyez avec le petit signe supérieur, où en gros l'agriculture biologique montre un niveau d'abondance de diversité ou de fonctionnement supérieur à l'agriculture conventionnelle. Et puis là, on est toujours significatif, mais c'est un peu moins. Là, c'est pas mieux, pas moins bien. Et là, c'est moins bien en agriculture biologique qu'en agriculture conventionnelle. Donc globalement, ce que montre cette étude, et c'est en ça que ça reprenait un peu à rebrousse-poil, c'est qu'elle montre que globalement, d'un point de vue des fonctions écologiques, l'agriculture biodynamique est meilleure que l'agriculture biologique, ça favorise plus l'abondance, la diversité et le fonctionnement écologique du sol, que l'agriculture biologique, elle-même est meilleure que l'agriculture conventionnelle, de conservation, pardon, et enfin que l'agriculture conventionnelle qui arrive en dernier. D'accord. Ce qui est intéressant, et je vous amène à regarder, il est en français cet article, c'est dans une revue de l'Association française pour l'étude du sol, qui s'appelle Études et gestion des sols. Et honnêtement, c'est évidemment scientifique, mais ça reste quand même, ça se lit quand même je pense quand on n'est pas expert du domaine. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils disent pas du tout, ah non, mais l'agriculture biodynamique c'est super, et on est d'accord avec tout ce qui se fait en agriculture biodynamique. Ils disent même que, en fait, on ne sait pas exactement pourquoi, et c'est probable. Et de dire ça, ça ne veut pas dire que le calendrier lunaire ou de mettre de la bouse de vache dans une corne dans le sol orientée d'une certaine manière, c'est ça qui améliore ça.
Par contre, ça dit qu'en termes d'un ensemble de pratiques, la manière dont ça se traduit en termes de fonctionnement écologique du sol, semble-t-il, pour les études qui ont été menées, effectivement, ça a un effet positif, et meilleur qu'un certain nombre d'autres pratiques, notamment l'agriculture conventionnelle. J'en arrive à la conclusion de cette deuxième partie, qui était la plus longue. Donc, premièrement, on chemine clairement vers un consensus scientifique sur ce concept de qualité et santé du sol. Voilà. La notion est évidemment reliée, je vous l'ai dit, à des bénéfices attendus, notamment pour le développement des sociétés humaines, d'une bonne santé des sols, que ces concepts-là sont en train d'être opérationnalisés, vraiment c'est là où on est vraiment la communauté, au-delà de se mettre d'accord sur les concepts, sur les idées, un peu théoriques. En termes d'opérationnalisation, il y a vraiment des progrès importants qui sont faits là, depuis quelques années, et ça devrait se prolonger dans ce sens-là. Et enfin, vous l'avez vu, je vais vous donner quelques exemples, il y a de nombreux travaux scientifiques sur l'effet de ces pratiques et des modes de production agricole sur la santé des sols. Cela étant, ce que je vous ai montré, c'est toujours des petits bouts en fait. Et le problématique de la santé des sols, j'imagine que vous l'aurez compris, c'est l'intérêt de voir ça de manière un peu systémique, c'est-à-dire d'embrasser les différentes fonctions et d'évaluer ces différentes fonctions. Donc la dernière partie, je vais juste vous donner quelques exemples de démarches d'évaluation un peu globale de la santé des sols agricoles. Alors je vais faire un petit cocorico montpelliérain, parce que c'est un outil qui a été développé notamment à La Réunion par l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, et par le CIRAD. Donc ça s'appelle la Biofood Tool, qui est un outil de terrain, mobilisable sur le terrain, pour étudier l'effet des pratiques agricoles et des modes de production agricole sur la santé du sol. Donc en gros, comment ça se passe? Vous voyez les petits ronds là de différentes couleurs, c'est différents types de mesures qui sont faites, qui sont normalement assez facilement, vous avez une petite mallette et vous avez de quoi faire ces différentes mesures sur le sol, qui vont être, par exemple, vous allez regarder la stabilité structurale avec des petits systèmes où vous prenez des agrégats que vous mettez dans un liquide, vous regardez en un certain temps si ça se désagrège plus ou moins, bon, des choses comme ça. Vous avez des petits systèmes pour mesurer la respiration du sol. Voilà, vous avez des mesures pour voir si vous avez une disponibilité, par exemple, de l'azote important dans le sol, qui est un nutriment très important des cultures et pour l'ensemble des organismes vivants du sol. Vous avez aussi des mesures sur le carbone du sol disponible que vous pouvez faire de manière facile au bord du champ. Donc là, il y a une douzaine, alors ça évolue un petit peu là dans les années récentes, là l'article date de 2020, donc il n'est pas complètement à jour sur la méthode. Mais le fait est que vous avez une dizaine d'indicateurs et qu'ils sont agrégés. Et ici, par exemple, c'est une étude qui a été faite sur la culture d'EVA. Alors, c'est l'IRD et le CIRAD. Donc là, on parle moins de blé que de culture tropicale. Donc ça, c'est l'EVA. Et la question était de regarder différents systèmes. L'EVA en monoculture seule, ou l'EVA mélangé avec du manioc, mélangé avec une légumineuse qui est le mucuna, qu'on ne connaît pas bien en général sous latitude tempérée. Et soit en début de plantation, soit après un certain nombre d'années, puis en comparant des systèmes aussi dans le temps. En fait, ce que montre globalement ce graphique-là, c'est qu'on voit une amélioration, ça permet de mesurer l'amélioration ou pas de la santé du sol, quel système indique une meilleure santé du sol et de quel point de vue. Par exemple, on voit qu'ici, du point de vue du maintien de la structure, il n'y a jamais d'effet significatif. Le petit NS, là, ça veut dire que c'est non significatif, les différences pour toutes les parties en bleu, qui est l'agrégation de tous les indicateurs sur le maintien de la structure. Enfin, qui donne des indications sur le maintien de la structure du sol, et qu'à l'inverse, les systèmes se différencient significativement d'un point de vue statistique pour le cycle des nutriments et pour la dynamique du carbone. Donc voilà, je ne rentre pas dans le détail de quel système est le mieux au bout de combien de temps, c'est pas le lieu de faire ça, mais c'est juste pour vous montrer le caractère opérationnel, donc ça permet de dire, voilà, tel système est un peu mieux, et donc on va conseiller derrière d'orienter les pratiques agricoles vers tel ou tel système. Une deuxième chose très très importante, c'est en France, c'est le réseau de mesure de la qualité des sols qui a été initié au début des années 2000, où des collègues d'une unité qui est à Orléans, qui s'appelle Infosol, ont quadrillé la France sur des carrés de 16 km par 16 km, et ils ont choisi un point au milieu, d'accord, de manière, ça ne doit pas être aléatoire, mais en tout cas c'est pas ciblé nécessairement sur les sols agricoles, ça peut tomber sur les sols urbains dans certains cas, et l'idée était de faire un prélèvement systématique, une description du sol. Donc ça fait, vous voyez, il y a plus de 2000 sites qui ont été échantillonnés à l'échelle de la France métropolitaine et aussi aujourd'hui dans les DOM. Et ça a été traduit, l'idée était de revenir tous les 10 à 15 ans sur ces sites-là. Là, ils sont en train de faire la deuxième campagne, donc c'est un travail colossal. Pour avoir moi accueilli cette équipe-là à La Réunion, enfin dans l'équipe où j'étais, où on est allé sur le terrain avec eux, c'est vraiment un travail, faire ça sur 2000 sites tous les 15 ans, c'est un incroyable travail. Et ça permet de faire quoi? À l'échelle de la France, ça permet de faire des cartes, déjà, d'un certain nombre de propriétés,
Ici, par exemple, c'est le pH du sol. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Typiquement, on voit bien le socle cristallin armoricain en Bretagne, au niveau de la Bretagne, qui est évidemment plutôt acide. Pareil pour le socle qui est à la fois volcanique et cristallin du Massif central. Et à l'inverse, on voit bien la Champagne crayeuse, on voit bien le sud de la France vers Montpellier, où on sait que c'est très calcaire, etc. Donc le pH est beaucoup plus élevé. Vous allez me dire, ah oui, on le sait, mais en fait on le sait ponctuellement. Là, on le sait exactement de manière quadrillée. Okay, et ça permet de croiser ça avec d'autres indicateurs. Par exemple, ici, c'est la teneur en cadmium. Le cadmium, c'est un élément trace qu'on trouve partout à l'échelle de la planète, naturellement dans les sols, et qui peut se concentrer sous l'effet d'un certain nombre d'activités humaines. Donc, on peut contaminer les sols. Et le problème du cadmium, c'est qu'il passe relativement bien dans les plantes et il n'est pas très toxique pour les plantes. Enfin, relativement la toxicité qu'il a pour l'être humain. Et donc, c'est vraiment un problème de santé humaine important que la question de l'ingestion de cadmium par la population. Et donc là, dans ce travail-là, c'est une cartographie des teneurs en cadmium partout en France, et vous verrez qu'il y a en partie une corrélation avec d'ailleurs le pH, parce qu'en fait, dans les zones calcaires, il se trouve que le matériau géologique est naturellement plus riche en cadmium. Et il y a eu d'autres mesures, c'est la dernière que je vous montre, là d'un point de vue biologique, où ils ont mesuré partout dans les échantillons la biomasse de microbes, champignons, bactéries, totale, dans les sols à l'échelle française. Donc ça permet ensuite d'interpréter et de construire, quand on a par exemple des mesures de biomasse moléculaire des sols, de se dire c'est quoi la gamme de variation de ce paramètre-là, qu'est-ce qui nous permet de dire, de mettre des seuils, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, pour ensuite pouvoir faire du conseil sur la question de la qualité et de la santé des sols. Et donc ce genre d'initiatives ont été traduits également à l'échelle européenne. Quand vous pourrez aller, il y a un site, alors dans la présentation, si vous cliquez là-dessus, vous y allez directement en fait sur le fameux tableau de bord. Alors je ne crois pas qu'il y ait une version en français, mais bon, je ne connais pas votre habilité en anglais, mais c'est pas très compliqué à suivre. En gros, ça décrit un certain nombre d'indicateurs pris en compte à l'échelle européenne, cartographie à l'échelle de tous les sols de l'Union européenne, qu'ils soient agricoles, qu'ils soient des milieux urbains, etc. Et ça mesure ces indicateurs et ça donne un seuil pour dire s'ils sont considérés comme dégradés ou pas pour cet indicateur-là, et ça agrège ces réponses-là. Donc ça permet de dire, par exemple, tel sol, dans tel endroit de France, de Norvège ou d'Espagne, il est par exemple il est dégradé du point de vue de la biodiversité, et c'est plutôt dans les sols agricoles que dans les sols des milieux ruraux, des milieux urbains. En lien avec ça, évidemment, ce genre d'approche se développe avec en fait la capacité qu'on a aujourd'hui à cartographier à très grande échelle les propriétés de l'environnement, notamment du sol. Et par exemple, il y a eu un projet financé par l'Union européenne qui propose, on y a répondu, on est un des collectifs scientifiques qui a répondu, donc on ne sait pas si on travaillera encore sur ce projet, mais l'Union européenne finance un grand projet pour développer le même type de tableau de bord de la santé des sols pour l'ensemble du continent africain. Et donc là, l'exemple que je vous donnais, c'est que des collègues ont déjà commencé à développer ça, par exemple pour la problématique de l'acidité des sols. Enfin, et je terminerai là-dessus, sur la question de la traduction réglementaire. Donc on a beaucoup parlé, notamment de conseils, par exemple auprès des agriculteurs, etc. Mais évidemment, il y a un autre aspect très important, c'est de convaincre les décideurs publics d'orienter un certain nombre de pratiques en faveur de la préservation des sols. Donc l'Union européenne n'est pas forcément beaucoup en retard, mais elle n'est pas en avance non plus. En gros, on a une directive sur l'eau, on a une directive sur l'air, on n'a toujours pas de directive sur les sols. Il y avait déjà eu une tentative dans les années 2000 qui a échoué, c'est-à-dire que les parlementaires européens ont refusé, plusieurs pays, dont la France, pour des raisons très différentes suivant les pays. Voilà, et ça a été remis en place, et a priori ça va être à nouveau évalué, c'est-à-dire que ça a été validé sur un premier round, donc là ça va passer devant les parlementaires, ce qui a été appelé la Soil Monitoring and Resilience Law, c'est-à-dire une loi sur le suivi et la résilience des sols, donc en gros une loi sur la préservation de la santé des sols, si vous voulez le dire d'une manière un peu plus simple, relativement à ce qui nous intéresse aujourd'hui, et où il y a déjà eu des propositions d'un certain nombre d'indicateurs à prendre en compte avec des seuils, soit à l'échelle de toute l'Union européenne, c'est-à-dire tous les pays auront le même, soit des indicateurs avec des seuils qui sont différents suivant les pays, soit des indicateurs où encore il n'y a pas de seuil, voilà, c'est-à-dire que en gros on n'ose pas trop, soit les lobbies ont été assez forts pour qu'il n'y ait pas de seuil posé, soit on ne sait pas, c'est-à-dire scientifiquement on considère que l'indicateur est important mais on ne sait pas encore mettre de seuil, et il y a eu deux indicateurs particuliers parce qu'ils sont particulièrement préoccupants, c'est les indicateurs autour de l'artificialisation des sols et de leur imperméabilisation, sur lesquels rebondissent encore une fois les faits récents de problématiques d'inondation.
Conclusion générale, et je m'arrêterai là parce que je vois que ça fait déjà un peu plus de 50 minutes que je parle. Donc voilà, 2 diapositives, une première un peu générale de posture. Je vais vous dire des choses dont j'imagine que vous êtes convaincus, mais je me permets de les redire quand même. Évidemment, attention aux discours simplistes et caricaturaux qui sont souvent drapés des apparats de la science. Et c'est souvent difficile, si on ne prend pas un peu le temps, de se dire « oulala, là, on me raconte n'importe quoi » ou c'est un peu établi. La meilleure façon, c'est pas forcément d'aller vérifier ce qui est dit, parce qu'on n'a pas toujours la compétence. Moi, le premier, on me met sur un autre domaine que dans le domaine professionnel, je vais avoir du mal. Par contre, évidemment, c'est de se dire c'est qui parle, et cette personne, quelle légitimité elle a à s'exprimer là-dessus. Voilà. Ça, c'est un bon moyen. Et évidemment, l'autre chose, c'est de croiser évidemment les sources d'information. Quand c'est des gens légitimes qui parlent et qui parlent tous dans le même sens, a priori, même si ça va à l'encontre de ce qu'on pourrait penser a priori, il y a des chances que ce soit en bonne partie vrai. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, malgré leur résilience, je réinsiste là-dessus, malgré la résilience des sols, la santé des sols doit être préservée relativement à l'ensemble des fonctions qu'ils assurent et qui sont tellement essentielles qu'on en oublie même. En gros, la quasi-totalité de notre alimentation est basée sur, a besoin des sols. Voilà. Donc rien que ça, mais il y a plein d'autres choses pour lesquelles les sols sont un des compartiments de l'environnement central. Vis-à-vis de ça, l'agriculture, c'est à la fois évidemment une source de problèmes, mais aussi une source de solutions. Et de toute façon, on ne fera pas sans l'agriculture. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai, parce que l'agriculture occupe grosso modo entre 30 et 40% de la surface des terres émergées, donc il n'y a pas le choix. Il faut qu'on travaille sur qu'on promeuve des pratiques agricoles les plus soutenables et durables possibles. Deuxième diapositive, plutôt sur l'aspect de la recherche. Donc la recherche publique travaille de longue date. Alors quand je dis, j'ai insisté là-dessus parce qu'en fait souvent les experts un peu autoproclamés ont tendance à dire « Ah mais moi je suis le seul à faire ça ». Typiquement, Claude Elia-Bourguignon, on dit dans le monde, on est les seuls à avoir travaillé sur la biologie des sols, il n'y a que nous qui faisons ça. C'est vraiment faux de dire ça. Mais vraiment faux. C'est juste que les scientifiques font autre chose que de passer leur temps dans les médias à dire qu'ils sont les seuls à faire ça. Et donc, la recherche publique travaille de longue date à la compréhension, la caractérisation et le développement de méthodes d'évaluation de la santé des sols. Que le consensus, vous l'avez compris, est en cours de construction sur cette thématique-là, même s'il a commencé à déjà bien sédimenter, et que surtout, le développement d'outils exhaustifs et fiables est aussi en cours de construction. Le but est évidemment d'avoir des outils qui soient pas simplement qui fassent plaisir aux chercheurs, qui soient bien faits, d'un point de vue scientifique, des connaissances qui sont derrière, mais qui soient surtout utilisables par les acteurs du territoire, les agriculteurs, leurs conseillers, des gens qui gèrent, par exemple, est-ce qu'on met en place un nouveau centre commercial, on imperméabilise des sols ou pas, et si oui, comment on le fait pour préserver certaines fonctions, par exemple le fait que les sols ne soient pas rendus imperméables, et évidemment par les décideurs publics en lien avec l'évolution des réglementations. Voilà, juste très rapidement pour ceux qui voudront aller plus loin, donc j'ai remis, vous avez la référence de la fameuse expertise scientifique collective, il y a un résumé d'une dizaine de pages qui franchement se lit très bien, donc si vous voulez en savoir plus, vous aurez des éléments que vous trouvez sur le lien que je vous ai donné, sur internet. Je repasserai là-dessus, pas beaucoup là-dessus, mais ça a été dit dans le magazine Sciences et Pseudosciences, le dossier dont j'ai écrit quelques articles avec des collègues. J'ai aussi surtout coordonné scientifiquement ça avec Jean-Paul Krivine et Aude Rambaud, qui est une journaliste qui aide les scientifiques comme moi à arriver à écrire un truc qui soit lisible par le grand public. Ce qui n'est pas toujours facile à faire à des scientifiques. Aussi le site web de l'Association française pour l'étude des sols, qui a été revu, qui est vraiment plus sympa maintenant, en termes pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste des sols. Et il y a plein de ressources sur les sols, y compris des ressources grand public. Voilà. Et pour le grand public, justement, je vous recommande un livre récent qui est sorti aux éditions Quaes, c'est des éditions notamment INRAE, CIRAD, donc, qui sont écrits par des scientifiques de ces institutions-là. Et ça, c'est un livre récent qui est très bien fait. Alors, je ne cache pas, l'auteur, c'est mon ancien directeur de thèse, un bon directeur de thèse, il y a quelques années. Et au-delà de ce fait-là, moi, je ne gagne rien à vous dire que le livre est très bien, je l'ai moi-même, mais je trouve qu'il est vraiment bien fait, il est hyper illustré, il n'est pas long à lire, c'est écrit de manière relativement simple, c'est assez, le ton est assez comique par moment, vous verrez le sommaire pour ceux qui veulent aller voir. Donc, je vous en conseille la lecture pour ceux qui seraient intéressés pour aller un peu plus loin. Pour ceux qui aiment d'autres formats, par exemple, ils sont en voiture, ils aiment bien écouter, j'avais participé, mais il y a d'autres ressources, à un podcast fait par l'équipe du CIRAD qui bosse sur les approches santé de l'environnement, santé humaine, santé animale, dans l'océan Indien. Mais en fait, c'est un podcast où il y avait deux experts en plus de moi qui ont parlé du lien entre les sols et la santé de l'environnement et de la santé humaine. Et enfin,
parce qu'il ne faut pas les oublier, parce que c'est eux l'avenir. Pour les plus jeunes, un livre qui s'appelle La Clé des sols, qui est un livre coopératif qui a été fait par qui a été coordonné par une directrice de recherche de l'INRAE qui s'appelle Sophie Cornu. Alors là, j'ai aucun lien avec elle, je la connais, mais ça s'arrête là. Et qui en fait a fait ça avec des classes d'école primaire, un livre qui explique ce que c'est un sol, quelle est l'importance des sols. Voilà. Et le livre est un livre coopératif, c'est-à-dire qu'il a été fait, et c'est des gens qui ont mis un peu d'argent pour qu'il puisse être édité, et depuis que ça a été permis, il y a eu une première vague d'édition, etc. Et on peut maintenant le trouver en accès, on peut le commander sur Internet. Voilà, je m'arrêterai là avec la première bibliographie que je vous ai donnée, et j'ai parlé bien assez longtemps. Merci beaucoup.